Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Studio. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale à Paris pour parler des relations entre la France et la Chine, en particulier au niveau des parlements des deux pays. Vous le savez, cette année marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau pour les relations entre la France et la Chine, puisque nous célébrons le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Éric Alauzet, député du Doubs, un département de l'Est de la France, et président du groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée nationale, nous a fait l'honneur d'être notre invité pour en parler. Bonjour Éric Alauzet. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans ce bâtiment qui se trouve en face de l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon à Paris. Avec grand plaisir. Alors, je vais vous présenter tout de suite à nos téléspectateurs. Vous êtes médecin acupuncteur et vous êtes député du Doubs depuis 2012. Vous avez rejoint la majorité présidentielle après avoir adhéré au parti Europe Écologie Les Verts. Vous avez été réélu en 2022 pour un 3e mandat et vous êtes donc depuis presque 2 ans le président du groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée nationale. Nous allons donc parler ensemble des relations franco-chinoises. Mais tout de suite, étant donné que vous êtes donc le président de ce groupe d'amitié, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce groupe? Qu'est-ce que c'est que ce groupe d'amitié France-Chine et quelle est sa mission? Alors les groupes d'amitié, parce qu'en réalité ça concerne la quasi-totalité des pays, c'est ce qu'on peut appeler de la diplomatie parlementaire. Simplement, à la différence des présidents, des chefs d'État ou des ministres, nous n'avons pas la capacité de négocier des contrats d'entreprise ou des conventions bilatérales ou internationales. Donc c'est plutôt de la diplomatie d'influence. Oui. En réalité, on appelle ça groupe d'amitié parce que l'objectif, c'est vraiment de la compréhension mutuelle. C'est-à-dire de l'écoute mutuelle, la compréhension, surtout quand les cultures sont très différentes, les régimes politiques sont très différents, comme c'est le cas entre la Chine et la France. Ça nécessite une capacité donc, de dialogue pour renforcer cette compréhension mutuelle, comprendre les différences et traiter alors aussi bien les points de convergence que les points de divergence à partir de cet approfondissement régulier des relations. À titre personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette présidence du groupe d'amitié à l'Assemblée? Ça fait longtemps, très longtemps, même 35 ans maintenant, presque 40 ans d'ailleurs. À la fin de mes études de médecine, j'ai cherché d'autres façons de soigner. J'avais quelques frustrations sur les limites de la médecine. Et j'ai été attiré par la médecine chinoise. Et donc, j'ai entrepris une formation à la fin de mes études médicales, en 3 ans, à l'Université de Paris 13, Bobigny, une formation d'acupuncture. Et donc, je suis devenu acupuncteur. Et évidemment, je me suis passionné pour la pensée chinoise, le taoïsme qui fonde l'acupuncture. Et d'ailleurs, ça a non seulement inspiré ma vie professionnelle, mais aussi ma vie personnelle, et même ma vie politique. Parce que c'est pour cette raison-là, du fait de l'approche globale du taoïsme, que je me suis intéressé à l'approche globale de la politique. Et c'est pour ça que j'ai fait de l'écologie. Parce que l'écologie, c'est aussi une approche globale de la société, de l'homme dans son environnement. Et j'ai toujours considéré qu'on ne réglerait la question de l'écologie pas à l'échelle nationale ou simplement européenne, mais que si l'ensemble de la communauté mondiale et des continents, et la Chine en particulier, comme les États-Unis d'ailleurs, étaient impliqués. Donc c'est un sujet au cœur de nos débats d'écologie. Oui, absolument. Et on va en reparler dans cette émission, puisque c'est un sujet très important, notamment de coopération entre la France et la Chine. Concrètement, en quoi ont consisté les échanges que vous avez eus avec vos homologues parlementaires chinois depuis que vous faites partie de ce groupe d'amitié, que ce soit en tant que vice-président ou plus récemment en tant que président? On a 3 niveaux d'échanges. Si je voulais résumer, je qualifierais par un feu tricolore. On a certains qui sont verts, où ça se passe facilement, où on se rejoint assez facilement. D'autres où ça clignote orange. Et puis enfin, on a des sujets au rouge, écarlate parfois. Les sujets au vert, ce sont les sujets sur lesquels on converge très rapidement, sur les enjeux planétaires. Ça va être l'écologie précisément, la santé mondiale, le Covid, ou d'autres épidémies à venir. Ça va être la santé mondiale, donc, et les famines, les pays pauvres, le développement, la dette des pays pauvres. Tous ces sujets-là, voilà. Alors, après, il faut des moyens, ça peut être compliqué techniquement, mais on converge assez rapidement sur la façon de concevoir, de percevoir et de concevoir l'évolution. Ensuite, nous avons les sujets économiques.
Bon, ça c'est vieux depuis la nuit des temps et c'est un sujet très très important d'ailleurs dans les relations entre la France et la Chine. C'est parfois un peu compliqué parce qu'évidemment c'est sous-tendu par la compétition. Mais on peut être en relation avec des entreprises françaises qui ont des intérêts en Chine ou qui veulent se développer en Chine et inversement des entreprises chinoises qui ont des intérêts en France. Mais ça peut être un peu plus compliqué quand on va parler du fameux sujet du dumping, des aides publiques au développement des entreprises. Vous savez sans doute que l'Europe a lancé une enquête sur les aides publiques de la Chine au secteur automobile. Il y a les questions du capteur solaire aussi. La Chine, symétriquement, a lancé une enquête sur les aides publiques de la France aux spiritueux et au cognac en particulier. Donc voilà, ça peut être plus compliqué. D'accord. Donc concrètement, comment se passent ces échanges ? Alors, quand je suis allé en Chine, par exemple, au mois de décembre dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer évidemment mes homologues du Parlement chinois, mais aussi des ministres ou leurs représentants, et au cours desquels nous avons abordé systématiquement ces trois sujets, enfin ces trois types de sujets. Et à l'intérieur de ces sujets, il y a beaucoup d'autres sujets. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous les abordons de façon franche et transparente, même pour les sujets rouge écarlate dont je parlais tout à l'heure. Ce que j'apprécie beaucoup dans nos échanges, c'est que les uns comme les autres, nous mettons les problèmes sur la table sans phare. Il n'y a pas de sujet qui fâche. Il n'y a pas de qui fâche, non, mais des divergences, oui, il peut y en avoir. Alors, vous avez conduit une délégation parlementaire en Chine en décembre 2023. Vous vous êtes rendu avec cette délégation dans 3 villes de Chine, Shanghai, Suzhou et Beijing. Et vous avez rencontré des homologues et différents acteurs de la vie économique et politique chinoise sur place. Vos travaux portaient sur 2 axes principaux, la santé et l'environnement. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette visite ? Alors, on aborde les 3 types de sujets dont je vous ai parlé, évidemment. En rencontrant les autorités locales à Shanghai, à Suzhou, on a évoqué l'ensemble des sujets. Mais c'est vrai que j'avais voulu mettre un zoom ou un point focal sur ces 2 sujets. L'écologie, vous avez compris pourquoi, la santé aussi. Bon, et en plus, c'est 2 sujets qui peuvent être liés. Ce qui m'a conduit à Shanghai et à Pékin à aller visiter 2 hôpitaux. Et notamment à Pékin sur un hôpital où il y avait un secteur de médecine traditionnelle chinoise où était pratiquée l'acupuncture, j'y tenais particulièrement. Et donc, sur la santé, il y a 2 approches pour moi. Il y a justement la question de la médecine traditionnelle chinoise, comment on se soigne le plus simplement possible avec des méthodes naturelles, plantes, acupuncture et autres, et comment la France, qui est d'ailleurs très en pointe sur l'acupuncture, peut encore améliorer ses performances. Et puis on a des sujets inverses très pointus, très scientifiques, très techniques, autour de l'immunologie, l'hématologie, ce qu'on appelle les nouveaux médicaments innovants à partir du sang, les cellules souches, le vieillissement, où là je compte relancer, j'ai commencé à le faire, des relations qui étaient très fécondes auparavant et qui se sont un peu atténuées, et on a discuté notamment à Shanghai, Shanghai, de ces coopérations, et notamment avec les étudiants chinois, puisqu'on était à l'hôpital, ancien hôpital français de Shanghai, et les étudiants en médecine, nombreux parlent le français parce qu'ils sont venus étudier en France. Oui, notamment un ancien ministre que vous avez rencontré, monsieur. Oui, alors lui, effectivement, on l'a rencontré à Pékin, mais effectivement, voilà, il a travaillé ici pendant une dizaine d'années au service d'hématologie, avec Jacques Camp, qui est un vieux monsieur maintenant, qui a plus de 90 ans, et qui était son chef de service, et avec qui j'ai des échanges. Et qui dit « Ah, monsieur Alauzet, si vous pouviez relancer le travail avec les Chinois, ce serait super. » Vous avez notamment parlé évidemment d'acupuncture et de médecine traditionnelle chinoise, puisque c'est un sujet que vous connaissez parfaitement bien. Il y a un accord qui a été déjà signé entre la France et la Chine en 2007 sur la médecine traditionnelle chinoise. Pourquoi c'est important pour la France de développer la médecine traditionnelle chinoise ? On peut se poser la question. Mais parce que déjà en France, il y a une forte tradition liée au fait que très tôt, les Français se sont intéressés à l'acupuncture à l'initiative d'un diplomate français qui était en mission en Chine, qui s'appelait Soulier de Morand, qui s'est passionné pour l'acupuncture, qui a fait venir des médecins, des acupuncteurs chinois en France pour enseigner aux médecins français, et ça s'est fortement développé de cette façon-là. Donc il y a beaucoup d'acupuncteurs en France. Avec les petites nuances quand même, c'est qu'on a de moins en moins de médecins pour des raisons que je ne veux pas développer, et qu'il va falloir qu'on ouvre l'acupuncture à des non-médecins, avec un cadre
garantie et favorable, mais voilà, il y a un potentiel très fort et il y a une très forte demande de la population de se soigner de façon alternative, quand il ne s'agit pas de maladies graves, évidemment, ou en complément des traitements habituels. Alors, cette mission préfigurait les travaux de la Grande Commission, qui doit reprendre après une interruption liée à la crise sanitaire. On va parler tout de suite de cette grande commission, vous allez nous en dire plus, mais avant cela, nous allons regarder un petit sujet pour tout savoir sur ce que c'est que cette grande commission. La Grande Commission France-Chine est un mécanisme d'échange parlementaire régulier entre l'Assemblée nationale française et l'Assemblée populaire nationale de Chine. Instituée par un mémorandum d'entente signé le 20 avril 2009 à Beijing, elle se réunit théoriquement une fois par an, alternativement en France et en Chine. Ces rencontres permettent aux députés appartenant au groupe d'amitié France-Chine et Chine-France de tisser des liens et de débattre de sujets d'intérêt commun comme le renforcement de la coopération en matière industrielle et culturelle, ou encore la promotion du multilatéralisme, notamment en matière climatique et de protection de la biodiversité. Depuis 2010, une session a été organisée chaque année jusqu'à une 11e session en 2020. Celle-ci a eu lieu en visioconférence en raison de l'épidémie de Covid-19. Depuis, le mécanisme a été interrompu en attendant de pouvoir revenir à une organisation en présentiel pour la prochaine session. Fin 2023, la visite en Chine d'une délégation française, conduite par le député Alauzet, s'inscrivait dans la préparation de la reprise du cycle de travail de la Grande Commission France-Chine. Et la prochaine réunion devrait avoir lieu en Chine en 2024, en présence des présidents des deux assemblées, ce qui signerait la reprise des échanges au plus haut niveau après 4 ans d'interruption. Donc cette grande commission a été un petit peu entravée par la crise sanitaire, comme beaucoup d'autres échanges, hein, bien sûr, mais le cycle est en train de se remettre en place. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, notamment des travaux préparatoires que vous avez effectués fin 2023 et puis probablement de la visite de la présidente de l'Assemblée nationale française prévue, ou du moins espérée, pour 2024 ? Nous avions reçu en visioconférence virtuelle la Chine en 2020 et donc la reprise officielle se fera à l'automne prochain à Pékin. D'accord. Donc c'est confirmé ? C'est confirmé en présence donc de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Donc ce sera un élément un peu important. Et le président de l'Assemblée populaire de Chine, bien sûr. Et donc voilà, pour symboliser cette reprise. La Grande Commission, si vous voulez, c'est un moment un peu solennel, un peu formel d'ailleurs, c'est formaté, durant lequel, sur une demi-journée, moi je pense que ça devrait durer un peu plus longtemps, et si on peut faire une journée, on fera une journée. Nous avons un travail très très approfondi, avec un collège de parlementaires, alors ceux qui sont en visite, évidemment, qui sont à 4 ou 5 députés, c'était notre cas pour les Français, sans doute ça le sera en décembre, et à peu près l'équivalent de députés chinois, sur un ordre du jour que nous aurons décidé ensemble. On balayera sans doute les sujets que j'ai évoqués précédemment. Et donc, nous avons un travail très approfondi sur ces sujets-là. Comment on peut faire la distinction entre la Grande Commission, les travaux de la Grande Commission, et le reste des échanges du groupe d'amitié avec son équivalent chinois ? Oui, déjà, c'est un moment un peu formel et solennel. D'accord. La différence des autres événements. D'ailleurs, là, comme nous sommes allés en décembre, nous avons organisé un échange entre parlementaires qui était une mini-commission un peu moins formelle, mais qui était un peu sur le même format. Nous étions 4 face à face, avec 4 sujets, la santé, l'écologie, l'économie et les affaires internationales. Donc vous voyez qu'on balayait assez large. Là, ce sera en présence de nos 2 présidents respectifs des 2 assemblées parlementaires. Donc ça va revêtir un caractère tout à fait solennel, particulier. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment de creuser les sujets, de prendre le temps de les creuser, d'approfondir pour vraiment produire
une réflexion sur laquelle on peut s'appuyer et que l'on peut faire d'ailleurs remonter à nos ministres et nos présidents respectifs. Alors, je le disais, vous vous êtes rendu avec cette délégation, notamment à Suzhou, où vous avez pris part au 3e forum franco-chinois sur la neutralité carbone. C'est un forum très important et on voit que la coopération entre la France et la Chine sur le domaine de l'environnement est elle aussi très importante. Vous-même, vous êtes un écologiste, vous en avez déjà parlé. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce forum en particulier et plus globalement sur cet axe de coopération entre la France et la Chine? C'est une opportunité qui s'est présentée un peu par hasard. Il se trouve que les dates du voyage correspondaient et ce n'était pas prévu initialement. Et donc, j'ai eu cette opportunité. Et d'ailleurs, j'étais parfaitement accueilli. On m'a proposé d'intervenir à la tribune, d'ailleurs. C'était voilà, un honneur de le faire pour moi. Donc j'ai pu d'ailleurs évoquer ce que faisait le groupe d'amitié à ce moment-là. Et comme je vous l'indiquais, l'écologie est un sujet pour moi qui a fondé mon engagement politique. C'était une excellente opportunité et j'ai pu voir justement l'engagement. Alors le consulat de France était très présent et partenaire de cette opération, en embarquant avec lui le plus d'entreprises françaises concernées par le sujet, des experts chinois, alors soit en présentiel, soit en visioconférence, des experts français aussi, qui s'exprimaient, donc c'était très approfondi. Moi qui suis quand même très versé sur l'écologie, qui ai pas mal de connaissances dans le domaine, c'était de haut niveau. Et à signaler d'ailleurs que l'événement en lui-même, puisque vous avez signalé que le thème c'était la neutralité carbone, l'événement en lui-même avait été conçu pour que les participants, leur empreinte carbone lors de cet événement, de par les transports, de par ce qu'on mange, de par ce qu'on produit comme déchets, soit à neutralité carbone également. D'accord. La coopération franco-chinoise sur le domaine de l'environnement, est-ce que vous voulez en dire quelques mots? Je sais qu'il existe un mois franco-chinois de l'environnement qui a lieu chaque année au mois de septembre. C'est une coopération intéressante et peu connue peut-être du grand public. Oui, alors, sur cette question, la Chine, de par son histoire, son développement, qui est encore en cours, est un pays qui pollue relativement de façon importante. Donc ils sont arrivés un peu plus tardivement par leur développement sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, ça va très très vite en Chine. Et quand on voit, par exemple, à Shanghai, la moitié des voitures avec la fameuse plaque verte qui traduit que c'est une voiture électrique, la moitié des voitures, quasiment. Alors, la moyenne en Chine, c'est plutôt 20%, mais à Shanghai, c'est très, très important. C'est extrêmement frappant. Quand on voit le développement des productions éoliennes ou solaires en Chine, avec de nombreuses implantations en Europe, voilà, on est content que la Chine soit très en pointe et très moteur. Mais voilà, donc à la fois, moi je suis très heureux que la Chine soit très motrice et très en pointe sur le sujet, et heureusement que la Chine a été là quand le président Trump a été élu aux États-Unis, parce que lui s'est retiré des accords de Paris. Et heureusement, quand je parlais, il faut que tous les continents soient engagés. Heureusement que le continent asiatique et la Chine en particulier ont pris le relais. Bon, aujourd'hui, ça va mieux aux États-Unis, mais demain, on ne sait pas trop de quoi sera fait demain. Donc, moi, je suis très, très heureux que la Chine soit en pointe, mais en même temps, nous devons aussi défendre nos intérêts de production et industriels. Toujours ces deux pôles oui, toujours. À concilier. Donc vous avez eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de Chinois et vous êtes évidemment en tant qu'écologiste très intéressé par ces questions. Est-ce que vous pourriez nous parler de la trajectoire chinoise en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou encore de protection de l'environnement et de la biodiversité? Alors, lors des accords de Paris, en 2015, une trajectoire a été définie pour la COP 21 pour chacun des pays. Et évidemment, la trajectoire n'est pas la même. Pour des tas de raisons. Les pays ne sont pas au même niveau de développement, ils n'ont pas la même richesse, ils n'ont pas les mêmes populations, etc. Et donc, la trajectoire la plus ambitieuse est celle de l'Europe. Et notamment de la France, du fait qu'elle est très en avance vis-à-vis avec l'énergie nucléaire. Néanmoins, la Chine a pour objectif, et d'ailleurs a revu de façon positive, anticipé sa trajectoire pour, à son tour, atteindre la neutralité carbone. Et quand je vois la rapidité avec lesquelles, je l'évoquais juste précédemment, la Chine évolue, développe les technologies, développe les énergies renouvelables notamment, je pense que le challenge peut être relevé, d'autant que la conscience, en tout cas des autorités, sur la question climatique ne fait aucun doute.
Et la nécessité d'avancer non plus. Alors évidemment, en Chine, ça a commencé la sensibilité, puisque la sensibilisation, par la question de la pollution dans les villes. Pollution atmosphérique. Mais progressivement, les questions climatiques, globalement, et les questions de biodiversité sont assez prégnantes. D'ailleurs, au début de l'interview, on parlait du taoïsme et de la culture chinoise. Je ne suis pas surpris que la question de la nature soit très présente, parfois peut-être plus que dans les pays occidentaux, soit très présente en Chine, et que d'une certaine façon, ils ont peut-être une sensibilité plus forte que les Occidentaux sur la question de la biodiversité et de la nature. Alors, en tant que député du Doubs, qui est un département, je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est notamment spécialisé dans la construction automobile, puisque c'est historiquement le lieu d'implantation des usines Peugeot. Vous suivez probablement d'assez près l'évolution du secteur automobile et toutes les révolutions en fait, qui touchent ce secteur aujourd'hui, notamment l'électrique, un domaine dans lequel la Chine est en train de devenir un acteur majeur. Est-ce que vous pourriez partager votre regard sur cette évolution et peut-être nous dire en quoi la Chine et la France pourraient s'apporter mutuellement pour développer ce secteur? Pendant très longtemps, j'ai dit à qui voulait l'entendre dans les dirigeants de Peugeot, de Renault et des marques françaises, faites attention, si vous ne sortez pas rapidement du diesel, si vous ne trouvez pas des innovations, on va se faire déborder. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on se fait déborder. Alors là, on s'y est mis, ça y est, Peugeot, Renault, d'autres marques européennes vont à fond dans le moteur électrique. Et là, l'effet de balancier me fait craindre l'excès inverse. C'est-à-dire dire qu'on arrête le moteur thermique en 2035 et qu'on ne fait que l'électrique. Dans l'absolu, j'applaudis. J'ai peur qu'on ne se trompe pas. J'espère qu'on ne se trompe pas. Plus ça, c'est le projet européen. Voilà, ça, c'est le projet européen. Mais donc, on y va vers la voiture électrique. J'espère que mettre tous les œufs dans le même panier, ce n'est pas une erreur. Ça me donne un petit peu d'effroi. Alors, on y va. Les Chinois ont pris de l'avance, et d'autres ailleurs aussi. Donc, effectivement, là, le marché européen va être concurrencé très fortement par les entreprises chinoises, les voitures chinoises. Alors, pour l'instant, on estime qu'on ne va pas être tout à fait compétitif et que les voitures chinoises pourraient se vendre beaucoup plus facilement parce que les prix serait inférieur. Voilà. Donc, vous voyez cette ambiguïté, ce tiraillement entre oui, c'est très bien, et tant mieux, et ça fait de l'émulation, et il faut que tout le monde s'y mette, et accélère, et aille le plus vite possible. Et d'un autre côté, eh bien, il faut aussi que l'industrie française et la balance commerciale entre la France et la Chine, entre l'Europe et la Chine, soit relativement équilibrée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pas du tout. Donc là, c'est aussi notre responsabilité. On ne peut pas en faire porter toutes les causes aux Chinois et au gouvernement chinois. Mais enfin, voilà, il faut discuter. Les échanges humains sont au cœur de la relation entre la France et la Chine et ils ont fait l'objet d'une attention particulière au moment de la visite du président français Emmanuel Macron en Chine en avril 2023. Et vous étiez du voyage présidentiel, c'était votre première visite en Chine, je crois. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'importance de ces échanges aussi et puis aussi de ce voyage en Chine et de l'impression qu'il vous a laissé ? Alors, ces enjeux, ils font partie des enjeux qui sont ouverts, pour faire référence à ce que j'indiquais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est des sujets sur lesquels on partage assez vite un constat et où il y a une volonté politique d'améliorer la situation des pays, notamment les plus en difficulté, sur la faim, sur le développement, sur la dette, etc. Et d'ailleurs, cet échange, il a été suivi d'un sommet à Paris au mois de juin suivant, donc quelques mois après la visite, sur le nouveau pacte financier, auquel s'est rendu d'ailleurs le Premier ministre chinois, autour de cette idée comment on fait sur notamment la dette des pays pauvres, parce que la dette les empêche de se développer finalement, et pour assurer les besoins essentiels, mais aussi pour faire la transition écologique. Donc ces sujets sont très très importants. Alors, la Chine peut être tentée de dire, bon écoutez, les pays européens, vous qui êtes les plus riches, les plus en avance, déjà assumez vos responsabilités, le pacte de 100 milliards, mettez-le en place, et puis on verra après. Bon, voilà. Donc nous on dit, Européens, oui d'accord, mais il faut aussi que vous les Chinois, d'ailleurs vous vous développez beaucoup en Afrique, il faut que vous y contribuez. Donc après c'est une question de qui met quelle quantité de moyens financiers, mais l'objectif il est partagé et tout le monde va dans le même sens. Votre premier voyage en Chine ?
Oui, alors... Qui était quand même en compagnie du président français. Mon attirance, ma connaissance de la philosophie chinoise et la connexion et la culture chinoise, et le fait que je n'y étais pas allé pendant ces 30 années, 35 ans, et que j'y suis allé effectivement pour la première fois avec le président de la République. Et j'étais un peu, comment dire... Alors, je ne suis pas allé dans la campagne, notamment avec le président Macron, c'était assez rapide. Hein. On suit le cortège présidentiel, donc bon, il faut être attentif pour profiter le plus possible de ce qu'on peut y découvrir. Je me suis dit, finalement, je suis dans une ville. Pékin, Shanghai, Canton, c'était Canton à l'époque. Ce sont des villes. Et je trouve comme ça, a priori, quand on découvre la ville, on a l'impression que les gens vivent un peu comme nous. C'est pas, voilà, à part ces plaques vertes que je voyais partout à Shanghai, mais ça c'était plutôt en décembre. Sur les automobiles. Voilà, mais je me suis dit, bon, finalement, c'est pas très très différent, en tout cas la vie urbaine. C'est pour ça que lors de mon prochain voyage, je tiens absolument à aller dans les milieux plus retirés, dans la campagne, voir des paysans, des ouvriers dans les entreprises, pour avoir une vision plus complète de la Chine, qui peut être aussi très contrastée. Voilà, donc il ne faut pas se fier à la seule visite qu'on peut faire dans une ville. Dans votre présentation sur votre site internet, vous dites que face aux évolutions et aux défis de notre monde et de nos sociétés, en tant qu'homme de gauche et écologiste, vous croyez à la nécessité du dialogue. Est-ce que vous pourriez commenter cette phrase et nous en dire plus sur l'importance du dialogue entre la France et la Chine? Je pense qu'effectivement, c'est de l'écoute mutuelle, d'abord l'écoute, et du dialogue que naît l'intérêt pour l'autre, la compréhension pour l'autre, la compréhension de ses problèmes, de ses difficultés, que ce soit personnelles ou plus globales. Et donc, voilà, le dialogue, c'est la base. Pour moi, c'est la base de la politique. Savoir écouter, savoir se décentrer culturellement, notamment quand on va dans un pays aussi différent que celui de la Chine, mettre un peu ses valeurs de côté pour accéder aux valeurs de l'autre qui peuvent être différentes pour partie. Cette année marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. C'est une occasion très spéciale pour les deux pays. C'est une occasion qui va leur permettre d'accroître leurs échanges dans bien des domaines. On sait que la France a été l'un des premiers pays occidentaux à reconnaître la République populaire de Chine. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez important. Pourquoi cet anniversaire est-il important d'après vous ? Alors, il est sans doute plus important en Chine qu'en France, pour une raison très simple, c'est que le cycle de 60 ans, en Chine, Jiasse, a une valeur symbolique très très forte. Et qui dit fermeture d'un nouveau cycle, dit surtout ouverture. Enfin, d'un ancien, dit ouverture d'un nouveau cycle, qu'on espère aussi prometteur, au moment où le cycle précédent s'est terminé de façon un peu chaotique, avec la période Covid qui a stoppé les relations, un peu des distanciations, les conflits internationaux qui ont un peu abîmé quand même les relations entre la France et la Chine. Donc voilà, non seulement il n'y a pas eu de relations, mais il y a eu un peu de distanciation et il faut rattraper le temps perdu. Et on sent qu'il y a une envie mutuelle et de la Chine, de la France, de rattraper ce temps perdu. Donc profitons de ce 60e anniversaire, de l'année du tourisme culturel également, qui est une belle opportunité. Donc beaucoup d'événements culturels pour ces deux événements, finalement. Et la culture, on sait combien la culture rapproche. Et surtout quand les cultures sont très différentes, parce qu'il y a de la curiosité, il y a de l'admiration réciproque pour les cultures de nos deux pays si différents. Et donc, c'est une occasion vraiment à saisir. Alors, l'année 2024 ne fait que commencer. Il va y avoir, donc, on l'a déjà dit, de nombreux échanges. Est-ce que vous voudriez présenter des souhaits pour cette année et pour la suite des relations franco-chinoises? Alors, ça fait 1 an et demi que je suis à la présidence de ce groupe, donc j'apprends beaucoup. Mais je suis à l'affût, parce que moi je peux être inspiré et avoir quelques idées géniales, mais j'essaie surtout de m'inspirer de ce qui se passe autour de moi. Donc l'écoute, le dialogue me permet d'imaginer un certain nombre de nouveautés. Comme il y a eu la grande commission a pu être créée il y a une dizaine d'années, un peu plus de 12 ans, on pourrait imaginer encore d'autres manifestations que je n'ai pas encore précisément à l'esprit. Mais en tout cas, j'aborde cette coopération, ce groupe d'amitié avec beaucoup d'écoute, de curiosité, de toutes les initiatives positives qui pourront être prises pour améliorer, à mon niveau, les relations entre la France et la Chine. Eh bien, merci Éric Alauzet d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie également d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt pour un prochain Paris Studio.